Il est le secrétaire général du SYNPICS, le syndicat national des professionnels de l'information et de la communication. Bonsoir Bamba et merci d'être là. Bonsoir. On va d'abord commencer par Adja Ndiaye, la camérawoman de Dakar Actu qui a été malmenée par les forces de l'ordre. Comment qualifiez-vous les images que vous voyez défiler un peu partout sur certaines plateformes? Bien, déjà, je vous remercie de l'invitation. Je voudrais avant tout adresser mes voeux de prompt rétablissement à Adja qui jusqu'à présent est hospitalisé donc, dans une clinique et subit des soins. Je voudrais également, avant d'aller au fond dans la session, dire un mot de solidarité à l'endroit donc de ces familles déguerpies avec forte violence, familles de militaires, déguerpies par des militaires. Moi, sur le plan du symbole, ça m'a posé problème. Sans entrer dans le vif du sujet, je veux dire sans entrer dans les détails, je considère que le président de la République, qui est le chef suprême des armées, devrait, à mon humble avis, et je lui lance un message, essayer de régler ce problème, parce que nous avons tous été meurtris. Quel que soit par ailleurs celui qui a raison ou qui a tort, nous estimons que c'est sa famille proche, parce que l'armée est de son ressort, et qu'il devrait donc les prendre en charge. Maintenant, qu'est-ce que ça nous a fait de voir un membre de notre famille, une camérawoman, technicienne de l'information et de la communication, passer un tel quart d'heure entre les mains inexpérimentées de certains agents de police. Ça nous a fait beaucoup de mal. Même si par ailleurs cela ne nous a pas surpris du tout, parce que tous les jours, vous, moi, tous les autres, lorsque nous descendons sur le terrain, nous nous attendons à vivre de pareilles choses. Parce que simplement, comme nous l'avons signifié au ministre de l'Intérieur, d'ailleurs hier, lorsqu'il nous a reçus, parce que donc simplement, nous pensons que le climat entre les forces de l'ordre et les journalistes n'est pas un climat du tout apaisé. On a l'impression que de part et d'autre, on ressent une sorte de violation de son espace. Et que les autorités notamment n'ont pris aucune mesure afin que cette suspicion-là, cette sorte d'animosité puisse disparaître. Et qu'est-ce que vous a dit le ministre de l'Intérieur? Alors, nous avons déposé d'abord notre lettre de protestation, lettre qui a été rédigée et déposée par toutes les associations de presse du Sénégal, SYNPICS, Appel, CORED, Convention des jeunes reporters, Union des photographes, Union des caméramans, parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Mais surtout, nous avons été accompagnés par deux organisations internationales, Article 19 et Reporters sans frontières. D'abord, je pense qu'il faut quand même saluer l'esprit positif du ministre qui a accepté de nous recevoir, parce que nous, notre objectif, c'était d'aller au ministère de l'Intérieur, de déposer un courrier, ça peut se faire en bas, au bureau des courriers, et puis de partir. Il a demandé à nous recevoir. Donc on a eu à échanger avec lui pendant 1 heure de temps. On lui a dit ce qui nous préoccupe. Il nous a bien entendu. Ce qui est à noter d'abord, c'est que le ministre de l'Intérieur du Sénégal ait lui-même exprimé ses regrets. Ça, je pense que à un certain niveau de responsabilité, lorsque ça se fait, ça traduit une compréhension de la situation, ça traduit surtout une compréhension de la gravité de la situation. Ensuite, ce qui est ressorti de cette rencontre, c'est qu'il nous a annoncé qu'une enquête était ouverte. Effectivement, on peut en témoigner parce que malgré qu'elle soit hospitalisée, elle a eu à recevoir la visite du commissaire Aron aussi, de l'inspection des polices, qui est parti là-bas, qui l'a vu, qui l'a écouté, qui lui a demandé sa version de fait. Et donc, nous estimons que peu ou prou, cette enquête donnera des résultats et que les sanctions
seront prises. Et troisième point, c'est le point qui nous intéresse le plus, parce que pour nous, ça ne sert à rien de sanctionner des policiers. Si demain, on doit encore sortir, faire un communiqué, bander les muscles, dire non, c'est pas normal, parce qu'on t'aura agressé, etc. Donc, nous ne sommes pas dans une logique de vouloir tout le temps revenir sur ces... Donc, le troisième point parle de ça, parce que ce troisième point, c'est quoi? C'est que le ministre s'est engagé à organiser des séances d'échange, d'expérience, des séances qui permettront aussi bien aux forces de l'ordre, police et gendarmerie, et aux médias, journalistes, techniciens, etc., de se parler, de mieux se comprendre, afin d'éviter de pareilles choses. Donc nous pensons que globalement, c'est les 3 points que nous pouvons retenir de cette rencontre. Justement, Bamba, est-ce que quand même une enquête en interne pourrait nous édifier juste sur les responsabilités quand même qui pourront être situées? Alors, l'enquête en interne, à mon avis, a un seul intérêt. C'est que ça, symboliquement, ça va permettre aux agents de police qui sont souvent sur le terrain de savoir que leurs actes ne restent pas impunis du point de vue administratif. Cela n'a rien à voir avec l'aspect judiciaire. L'aspect judiciaire, une personne a été violentée, son intégrité physique a été violée. Cette personne, dès qu'elle sera en mesure de se lever elle-même, parce que là, je vous dis, elle est dans une situation très grave, lorsqu'elle ira mieux, on appréciera avec cette personne de l'opportunité de donner une suite judiciaire à cette affaire. Ça aussi, on l'a bien écrit, bien mentionné dans notre lettre de protestation. Mais pour l'instant, elle est alitée. Si l'administration de la police estime qu'il faut ouvrir une enquête et qu'il faut au moins prendre les sanctions administratives en attendant, bien entendu, l'éventualité de sanctions judiciaires qui dépendent donc d'une plainte, nous pensons que déjà c'est quelque chose de bien. Et nous pensons que le dire déjà, c'est un message, c'est un signal qui est lancé aux forces de l'ordre, qui ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos petits frères, ce sont nos petites sœurs. Ils ont l'habitude de nous appeler les civils, mais ils sont eux-mêmes civils dès qu'ils descendent. Dès que leur mission se termine la journée, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils enlèvent leur tenue, ils deviennent des civils. Ils vont à la boutique comme toi et moi. Quand ils y vont, il n'y a pas de prix préférentiel. S'ils veulent acheter du lait, ils payent 500 francs, comme moi. Donc c'est des êtres humains comme nous. Ce ne sont pas nos ennemis, encore une fois, sauf que ils ont l'habitude, lorsque surtout ils sont dans leur mission de maintien de l'ordre, mais de violenter tout le monde, y compris particulièrement les journalistes. Justement, peut-on garder espoir avec ces modules envisagés par le ministre de l'Intérieur, quand même tant souhaité, pour que voilà, les journalistes et les policiers surtout échangent un peu et chacun cherche ses missions et ses limites? Moi, je crois, vous connaissez Saint-Thomas. Saint-Thomas, il ne croit qu'en ce qu'il voit. Pour l'instant, c'est une autorité, le ministre de l'Intérieur, qui nous a donné un message. Nous accueillons ce message positivement. Après, il va falloir qu'on attende pour voir concrètement ce que cela va donner. Ce que je veux dire, encore une fois, c'est que le rôle de la police et de la gendarmerie, c'est de protéger la population. Tout de suite, si je sors d'ici et que malheureusement quelque chose m'arrive, mon premier réflexe, ce sera d'aller à la police ou d'aller à la gendarmerie. Rappelez-vous, à Mbour, il y a eu un événement à Mbour, là, au niveau du quai de pêche, où il y avait un soulèvement populaire. Mais la police, ce jour-là, pour moi, a eu à prendre 2 décisions majeures. La première mesure qui a été prise par le commissaire, c'est de sécuriser les journalistes. Parce que les journalistes étaient là-bas pour couvrir, rappelez-vous. La police les a sécurisés, les a mis à l'abri. Et ensuite, la police a pris la décision sur l'opération de ne pas tirer ou de ne pas charger. Ils se sont repliés. Parce que c'est ça. On ne peut pas vivre des situations où on voit des policiers qui sont des Sénégalais, comme vous et nous, qui sont des citoyens, utiliser leurs armes ou en tout cas blesser des populations. Ça, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Et malheureusement, de plus en plus, il y a de ces actes d'énervement qui, à mon avis, ne se jugent. Regardez, il y a un activiste qui veut poser un acte de revendication. Mais arrêtez-le. Mettez-lui les menottes si vous pensez qu'il a violé la loi. Mais amenez-le. Mais il n'y a pas ce besoin de l'humilier. Il n'y a pas ce besoin de le martyriser. Parce que simplement, vous avez porté une tenue. Vous voyez un peu. C'est cet esprit-là qu'il faut changer. Il faut que nos forces de défense et de sécurité sachent que
ils n'ont pas en face d'eux des ennemis, mais ils ont en face d'eux des citoyens. Si on s'arrête sur la personne du commissaire Aronossi, on sait qu'il s'est distingué de manière assez négative par rapport aux violences préélectorales enregistrées en 2012. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un comme lui pourrait mener à bien un dossier comme celui dont on parle aujourd'hui? Alors, le commissaire Aronossi est un officier de la police, c'est un commissaire qui a eu, à un moment donné de notre histoire, à diriger des opérations. À la suite de quoi, il a été poursuivi. Parce que ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il a été poursuivi et il a été blanchi. Ça aussi, il faut le dire. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui... Vous savez, la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au contraire, une personne comme ça, qui malgré tout son bagou, malgré tout son aura, a eu à faire l'objet d'enquêtes, de poursuites, etc., au point ensuite d'être blanchi, je pense qu'il a toute la légitimité justement de porter cette affaire. Des cas d'agression enregistrés contre des journalistes, et cela souvent entre les mains des forces de l'ordre, depuis tout le temps qu'on en parle, quelle est, disons, la suite qui est donnée à ces différents dossiers ou cas, si on peut les répertorier? Est-ce qu'on a eu, pour un dossier quel qu'il soit, la possibilité de se dire aujourd'hui, là on a tranché et justice a été rendue? Mais c'est l'objet d'ailleurs de notre revendication cette fois-ci. Parce qu'il y a eu des cas, bien entendu, qui ont été posés. À chaque fois, on a dénoncé pour le principe, mais après, il n'y a pas eu de suite. Nous l'avons écrit noir sur blanc. Même si, attention, les gens pensent que cela n'a aucun impact, mais c'est répertorié. Hein. Et le Sénégal fait partie du monde. Oui. Nous ne sommes pas dans une autre planète. Tous les ans, il y a des entités qui mesurent le respect de la liberté de presse dans le monde, de la liberté de la presse dans le monde. Et ces entités procèdent à des classements. Et ces classements, ne pensez pas que c'est quelque chose de banal. Les bailleurs de fonds, les sociétés financières, les investisseurs, ils tiennent compte de ces classements-là. Parce que ça leur permet d'avoir une idée sur l'identité du pays. Vous comprenez un peu. Et au-delà, c'est une question d'image. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers, en tout cas moi je suis fier que cette année, le Reporters sans frontières nous ait classé à un certain niveau. Moi j'en suis très fier, parce que aussi je ne suis pas chinois ni mongolien, je suis sénégalais. Mais les tendances qui ont été notées, parce que ces gens-là, ils sont très très efficaces, ils notent tout, feront que certainement cette année, on va retourner en bas dans les derniers rangs donc de ce classement. Pour revenir à votre question, vous savez, nous sommes un syndicat. Nous sommes une personnalité morale, nous avons des adhérents et nous défendons les journalistes qui lisaient une carte de presse ou pas. Lui-même en sait quelque chose parce qu'il fait partie de notre bureau exécutif national. Lorsque un journaliste fait l'objet de sévices ou de violences, ou que son intégrité ait été bafouée, physique ou morale, nous ne pouvons entamer d'action que si la personne elle-même a entamé une action. D'accord. Ça veut dire, si la dame, notre consoeur de Touba qui a été bastonnée durant le Covid, notamment par un policier, lors du couvre-feu, en violation parfaite de la loi, parce qu'elle était détentrice d'une autorisation dûment signée par l'autorité administrative, le préfet. Si elle ne porte pas plainte, on ne peut pas, nous, se substituer et porter plainte. Vous comprenez? Oui. Parce qu'on est dans le domaine du pénal. Il faut avoir capacité à agir, il faut avoir intérêt à agir, etc. etc. Globalement, c'est ce qui fait, mais au Sénégal, souvent, quand des bavures de ce genre arrivent, on les étouffe ou on essaie de les régler à l'amiable, etc. Et souvent, les personnes, bon, pour X ou Y considération, ils laissent tomber. Mais justement, nous ne voulons plus que des situations pareilles se posent pour qu'après on aille derrière négocier pour voir est-ce qu'on va laisser tomber ou pas. C'est l'objet de notre lettre de protestation, dûment déposée au niveau de l'État du Sénégal via le ministre de l'Intérieur. Et notre message a également été très clair. Nous ne voulons plus de bavure contre les journalistes. Est-ce que pour ce cas-ci, une plainte a été déposée, soit du côté de Dakaractu ou de la victime elle-même? Est-ce qu'il y avait une plainte déposée? Je vous ai dit tout à l'heure que pour l'instant, la victime, ce qui la préoccupe d'abord, c'est de recouvrer sa santé. Donc, tant qu'elle ne sort pas de l'hôpital, elle ne peut pas entamer une action
judiciaire. Mais je peux vous informer que nous avons saisi notre avocat, un de nos avocats, qui est très d'ailleurs, à qui vous me permettrez de faire un petit coucou, Maître Bamba Sissé, pour qu'il se tienne prêt au cas où on doit mener une action judiciaire. Il appréciera de quel type d'action il s'agira et il va mener cette action-là. Pour la carte nationale de la presse, vous en parlez tout à l'heure, vous défendez ceux qui l'ont ou ceux qui ne l'ont pas. Où est-ce qu'on je défends ceux qui ont la carte du SYNPICS ou pas. Alors, si on s'arrête sur la carte nationale de la presse, actuellement, comment se portent les travaux? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a avancé? C'est le seul point sur lequel je pense on avance dans ce pays. En tout cas, sur le portfolio de réformes qui concernent la presse et qui doivent aboutir à un nouvel écosystème des médias du Sénégal. Vous savez, au Sénégal, on aime trop annoncer des réformes, mais on ne va pas aller au bout. Pour ce qui est donc du secteur de la presse, il y a eu la loi portant code de la presse, qui n'est toujours pas adoptée. Enfin, qui est adoptée, publiée, promulguée, mais qui jusqu'à présent n'est pas appliquée. Parce que semble-t-il, on a voulu signer les décrets, mais bon, comme on faisait dans la grogne, on a dit, bon, on va ranger le décret le temps que les bambas cassés et autres se calment. Bon, c'est peut-être une manière de manager les affaires publiques. Mais bon, bref, il y a eu donc, au-delà de ça, il y a eu la convention collective. Rien que pour obtenir l'arrêté d'extension, pour que cette convention puisse concerner tout le monde, ça nous a pris 1 an, 1 mois. Hein. Mais au moins sur ce plan-là, on a avancé avec le ministère du Travail. Il y a maintenant les réformes, les petites réformes, comme la mise en place de la carte nationale de presse. La carte nationale de presse, on a avancé, la commission est mise en place, le président a été élu, le bureau constitué, le règlement intérieur adopté. Il reste simplement une chose, qu'on nous donne un siège et les moyens pour qu'on commence à démarrer. Mais pour l'instant, on nous dit, oui, le ministre ou le ministère de la communication va chercher des moyens de façon informelle pour permettre à la commission de démarrer. L'idéal, c'est qu'on respecte la loi. Le siège ne peut pas loger à la maison de la presse? Si c'est pas seulement un problème de siège, c'est un problème de siège, c'est un problème de moyens à mettre en place. Et c'est surtout un problème de cohérence juridique. Parce que le code de la presse dit que la commission de la carte de presse doit tirer ses ressources du fonds d'appui. Or, le fonds d'appui, pour le mettre en place, c'est un décret. Or, quelque part, on dit on ne va pas encore signer le décret. Donc, vous voyez, si on ne signe pas le décret, il n'y a pas de fonds d'appui. S'il n'y a pas de fonds d'appui, la carte de presse n'a pas de moyens. Le CORED, qui vient de mettre en place son tribunal, n'a pas de moyens. Comment voulez-vous qu'on procède à un assainissement si les entités d'autorégulation, l'entité qui donne la carte d'identité de presse, l'entité de régulation qui doit changer de format, si tout ça n'est pas fait, comment voulez-vous que l'écosystème des médias change? Comment voulez-vous que les organes de presse, les patrons de presse, notamment, puissent avoir les coups de franche pour faire le travail? Il y a une sorte d'incohérence. Parlons également de l'installation du tribunal des pairs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, peut-être le deuxième bureau. Est-ce qu'aujourd'hui les journalistes peuvent avoir leur tribunal pour parler un peu de dépénalisation? Non, le tribunal des pairs, son objectif n'est pas de dépénaliser. Dans les faits, oui, parce que une des conditions posées pour saisir le tribunal des pairs, justement du CORED, c'est que vous ne pouvez pas saisir le tribunal et en même temps aller ouvrir une procédure judiciaire contre un journaliste. Vous faites l'un ou l'autre. Soit vous allez au judiciaire, parce que nous, on dit souvent le pénal tient le civil au collet. On ne peut pas, nous n'avons pas, le tribunal des pairs n'est pas un tribunal, n'est pas un organe juridictionnel. C'est un organe d'autorégulation, c'est un organe de jugement éthique. Ouais. Donc, l'objectif, c'est dans les faits, oui. Parce que si vous, en tant que journaliste, vous offensez madame, et que madame saisit le tribunal des pairs, il est clair que la décision qui sortira du tribunal des pairs, ce n'est pas de vous envoyer à Rebeuss. Donc, il n'y a pas de prisonnalisation. Mais pour autant, il n'y a pas de dépénalisation. Parce qu'au-delà, madame, après, peut aller au tribunal civil et demander à ce que, dans le cadre d'une procédure pour diffamation, demander à ce que que la loi s'applique à vous. Et à ce moment-là, peut-être que vous allez avoir à lui payer des dommages et intérêts. Et même si, de façon générale, la jurisprudence sénégalaise procède de plus en plus à la déprisonnalisation de fait.
On va certainement attendre encore puisque ça va prendre du temps. Le tribunal des pairs qui n'a pas il est déjà installé. Il est installé, mais les moyens ne suivent pas. Ils n'ont pas de siège où on peut les saisir. Pas donc encore. Ça aussi, c'est un problème. Autre chose, Modou Fall le disait en off, c'est l'exonération des entreprises de presse. Bon, on ne parle pas du tourisme parce que ça ne nous concerne pas, mais pour la presse, qu'est-ce que cela peut apporter de plus au secteur? C'est une bonne décision. Le problème, il est très simple. À la fin du mois, ici à TFM, on doit payer les salaires. Si on paye les salaires, on doit payer les impôts sur les salaires. Le président a dit que bon, ils vont décider désormais que sur une certaine période, la TFM ne paye plus d'impôts sur les salaires. Il y a la TVA. Quand votre service commercial encaisse de la publicité, il y a 18% normalement qui sont réservés à la TVA qui doivent aller reverser. Si on permet à la TFM de garder la TVA de façon légale, ça également, c'est une manière de perfuser la TFM. Donc, c'est de l'argent injecté, mais de façon indirecte. Maintenant, nous, ce qui nous inquiète, moi en tant que syndicaliste, c'est que bon, vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et même le sourire de la fermière. Vous ne pouvez pas demander que l'État vous mette en place un fonds de garantie, ou je ne sais pas, en tout cas qui le permettra d'aller emprunter de l'argent. Oui. Vous avez des exonérations du point de vue fiscal et du point de vue des taxes TVA, et en même temps, vous voulez mettre une partie de votre personnel en chômage technique pour leur payer des miettes. Vous voulez surseoir au versement des charges sociales, parce que les charges sociales, personne, même l'Assemblée nationale, n'a pas le pouvoir de les exonérer à qui que ce soit. Les charges sociales, c'est quoi? C'est l'IPRES, c'est la caisse de sécurité sociale. Donc, il ne faut pas que les patrons de presse là, ou en tout cas certains d'entre eux, parce que souvent quand je parle d'eux, dès que je sors, on commence à m'appeler, il ne faudrait pas que certains viennent ici avec un esprit truand en disant ouais, bon c'est bien, bon je ne paye plus d'impôts, je ne paye plus de TVA, mais en même temps je vais mettre mon ami Fall en chômage technique et lui payer 70% de son salaire. Ça, on ne va pas l'accepter. Parce que c'est de l'argent public, même si c'est un appui indirect, un appui budgétaire indirect, c'est de l'argent public. Parce que ces impôts-là et cette TVA-là, elle devait être versée au niveau du trésor public parce que ça appartient aux Sénégalais. Oui. Donc si on le prend et qu'on vous le donne, c'est pas pour que nous Merci beaucoup Famba Kassé, le secrétaire général du SYNPICS. Merci également à Modou Fall. On va à Touba pour retrouver Chérif Dia pour le journal, l'essentiel de l'actualité dans la cité religieuse. Bonsoir Chérif. Bonsoir Chérif. Bonsoir Ndeye Aram. Bonsoir. Ndeye Aram est apparemment parti. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le développement du journal du Magal, c'est tout de suite après cette page publicitaire.